gens vivent leur moyen. Merci de nous choisir dans le cadre de cette émission spéciale, une émission qui va vous parler de la Fondation Kéba Mbaye, qui va octroyer ou décerner son prix, le prix qui porte le nom de cet éminent juge sénégalais. On en sera à la deuxième édition dès ce samedi. Voilà les raisons qui nous ont poussé à venir ici même, au siège de cette fondation, où nous allons discuter avec le président Wahab Talla sur la dimension de cette fondation, tout ce qui l'entoure, son histoire et certainement ses perspectives. Voilà l'essence justement du contenu de cette émission spéciale, je le rappelle, consacrée à la fondation Kéba Mbaye qui va vers la deuxième édition du prix Kéba Mbaye. La Fondation Kéba Mbaye, créée et reconnue d'utilité publique en septembre 2008 par décret présidentiel, s'attache à apporter aux populations les plus démunies des outils de développement à travers différentes activités. La Fondation a pour devise « Éthique et solidarité » afin de refléter l'attachement constant du juge Kéba Mbaye à ses idéaux. Ces 4 volets d'action sont l'éducation, l'éthique, la solidarité et le sport. La Fondation Kéba Mbaye fait de l'éducation une priorité. Des bourses de 3e cycle en droit sont offertes à des doctorants. Depuis sa création, elle a attribué 34 bourses au Sénégal et 3 bourses à l'étranger pour un total de 32 millions de francs CFA. Plusieurs pensionnaires du Dara de Malika bénéficient d'une prise en charge des frais de scolarité. Des kits scolaires et des petites bibliothèques pour une valeur annuelle dépassant 20 millions de francs CFA sont distribués dans différentes régions du Sénégal. Le club Kéba Mbaye reçoit chaque année une subvention. Afin d'accompagner les travaux des étudiants, chercheurs et autres acteurs du monde du droit, la Fondation Kéba Mbaye enrichit régulièrement sa bibliothèque. L'éthique, un enjeu clé. La Fondation Kéba Mbaye organise et soutient des événements visant à sa promotion. Au titre de l'année 2012 ont été réalisées les activités suivantes. Organisation de la caravane de l'éthique à Subdeco Dakar, soutien au lancement du projet Parlons éthique du club Kéba Mbaye, organisation d'une conférence publique sur le thème Éthique et sport, cas spécifique du Sénégal, en partenariat avec l'Académie de football Kéba Mbaye de Kaolack. La Fondation décerne tous les 2 ans le prix Kéba Mbaye pour l'éthique. Elle poursuit ses activités scientifiques à différents niveaux. Un colloque sur le droit sénégalais 50 ans après les indépendances a été co-organisé avec le Centre de recherche, d'études et de documentation sur les institutions et les législations africaines et la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop. La solidarité, un engagement fort. La Fondation Kéba Mbaye ambitionne d'améliorer la qualité de vie des couches vulnérables, particulièrement celles des enfants. En 2012, 4000 kits alimentaires ont été distribués aux enfants des Dara lors du mois de Ramadan. Une aide en denrées alimentaires, produits d'hygiène, médicaments et matériel de construction a été distribuée aux sinistrés des inondations d'août 2012 au Sénégal. Nous sommes affectés comme tous Sénégalais. C'est ainsi que dans un sursaut, la Fondation a pensé qu'il fallait agir vite. C'est pourquoi elle a déclenché un processus d'aide directement aux populations pour les soulager en leur fournissant des denrées de première nécessité. Des produits alimentaires, une gazinière et un réfrigérateur ont été offerts aussi à la pédiatrie de l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack. Volet sport. Le soutien de la Fondation Kéba Mbaye se traduit par des dons d'équipements sportifs, la participation à des événements sportifs à thème, l'attribution de bourses sportives à de jeunes athlètes sur tout le continent africain d'un montant minimum de 5 millions de francs CFA. La Fondation a également participé à la 3e édition des championnats nationaux d'athlétisme et de football de l'Association spéciale olympique Sénégal et aux journées scientifiques et sportives du lycée de Mumba à Podor. Elle a aussi soutenu la... Bonjour Monsieur Diaw. Monsieur Wahab Talla. Bonjour et bienvenue à la Fondation Kéba Mbaye. Alors, merci de nous recevoir dans le cadre de cette émission spéciale où nous parlons justement de cette 2e édition qui se profile, le prix qui porte le nom du juge Kéba Mbaye. Merci et puis à tout de suite pour l'entretien que vous allez nous proposer. C'est moi qui vous remercie. Merci, merci beaucoup.
comme je vous le disais dans le sommaire, M. Wahab Talla a fini donc de nous accueillir chez lui. Comprenez par là donc le siège de la Fondation Kéba Mbaye. Encore une fois, bonjour et merci d'être avec nous. Alors, la première question, c'est de vous demander, est-ce que c'est un lourd fardeau ou un lourd héritage de devoir justement promouvoir, pérenniser un peu l'esprit, l'œuvre et les orientations édictées par le juge Kéba Mbaye? Oui, c'est à la fois un très lourd fardeau, mais c'est en même temps facilité par la dimension exceptionnelle de l'homme. Je dis que c'est un lourd fardeau parce que l'homme était exigeant vis-à-vis de lui-même. Il prenait le courage, le sérieux dans le travail et dans tout ce qu'il faisait de manière générale. Donc lorsque nous nous engageons à créer une fondation qui porte son nom et à essayer de diffuser ses idées, ses idéaux, il faut que nous le fassions à l'image du parrain. C'est-à-dire ça demande une exigence de qualité qui est très difficile parfois à atteindre. C'est pour ça que c'est difficile. Je dis que c'est un peu facile aussi parce que le parrain était un homme d'une dimension exceptionnelle. C'était un grand juge. Comme vous le savez, il a occupé ici au Sénégal des fonctions éminentes. Il a été président de la Cour suprême pendant des années. Il a été président du Conseil constitutionnel lorsqu'il est revenu de La Haye. Et donc de ce point de vue, du point de vue du droit du juge, il a fait beaucoup de travaux, d'écrits, et il est également connu sur le plan international, que ce soit dans le domaine du droit, dans le domaine du sport, oui. et de l'éthique qui nous concerne plus particulièrement. Voilà, des aspects sur lesquels on reviendra, mais il nous plairait un peu d'avoir la genèse de la création de cette fondation. Elle est partie de quoi? Alors, la fondation est partie de la disparition du juge. En fait, quelque temps après sa disparition, quelques-uns de ses amis et des membres de sa famille se sont dit que le juge a tellement fait, ou en tout cas essayé de faire pour ce pays, il a tellement essayé de faire pour la paix dans le monde, que tout ce qu'il a donné comme exemple, tout ce qu'il a donné comme enseignement, ça serait un peu dommage de l'oublier, de ne pas le donner comme référence. Nous avons pensé que toute une nation a besoin de repères. Et pour nous, toute sa vie, le juge a été un exemple. Et comment faire en sorte pour que cet exemple, tout ce qu'il a fait, ses idéaux se perpétuent? Nous avons pensé à plusieurs formules et finalement, le choix s'est arrêté sur la fondation. Voilà, vous avez finalement installé, structuré cette fondation qui a entamé son bonhomme de chemin, à qui nous souhaitons vraiment bonne chance et longue vie, certainement également pour des réussites. Mais on sait qu'il y a 4 axes fondamentaux sur lesquels gravitent justement les ambitions de cette dite fondation. C'est d'abord l'éducation, l'éthique, la solidarité et le sport. Alors, on sait que le juge Kéba Mbaye était très regardant sur les aspects éthiques. Mais il commençait également en parlant de l'éducation, en disant quelque part, pas de développement sans éducation. Quelle est la grandeur ou la dimension ou l'intégration même du domaine de l'éducation dans votre fondation? Alors, d'abord, il faut rappeler que le juge est fondamentalement un éducateur. Il a été instituteur, ensuite il a repris ses études, il est redevenu instituteur, il a repris de nouveau ses études. Il était donc enseignant dans l'âme. C'est quelqu'un qui croyait véritablement à l'éducation. Pour lui, une nation ne peut pas se développer sans éducation. C'est le fondement même et c'est la base de tout. Et durant toute sa vie d'ailleurs, il a toujours eu un comportement d'éducateur vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de ses petits-enfants. On le voyait parfois de temps en temps faire le répétiteur pour ses petits-enfants. Donc vous voyez, il a toujours conservé cet aspect
d'éducateurs. Une sorte de déformation professionnelle. Voilà, exactement. Et donc la Fondation a un volet important qui est l'éducation. Dans ce domaine, ce que nous essayons de faire, c'est, de manière concrète, bon, nous n'avons pas évidemment les moyens de nos ambitions, nous espérons y parvenir progressivement, mais pour l'instant, ce que nous faisons, nous distribuons des kits scolaires au niveau de certaines écoles dans toutes les régions du Sénégal. Alors, ces kits scolaires sont distribués sur la base de 2 critères. D'abord, il faut que ce soit les élèves les plus méritants, et ensuite, il faut également que ce soit des élèves qui sont dans le besoin. Alors, ce que nous faisons, nous essayons au niveau des écoles primaires, dans chaque classe, de repérer avec l'aide de l'inspection d'académie, de repérer les 5 meilleurs élèves et nous leur fournissons un kit complet. Et ces kits ont eu un succès considérable. Partout où nous sommes passés, le feedback que nous avons eu, le retour que nous avons eu, soit des inspecteurs d'académie ou même des directeurs d'école, c'est que les résultats ont progressé. Parce que les élèves qui ont reçu les kits, lorsqu'ils reviennent à la maison, leur père leur dit il faut vous débrouiller pour que l'année prochaine vous bénéficiez encore des kits. Et ceux qui n'en ont pas eu, ils reçoivent aussi pratiquement la même leçon. Vous n'en avez pas eu cette année, il faut vous débrouiller pour en avoir l'année prochaine. Et ça installe une certaine concurrence. Voilà. Loyale et très entreprenante. Voilà, il y a donc une émulation positive qui fait que les élèves se donnent beaucoup plus qu'auparavant et qui se reflètent donc dans les résultats scolaires. Et nous sommes vraiment très fiers de contribuer, même si c'est de façon modeste, à ce résultat. Et je dois dire aussi que pour ce kit, nous ne nous arrêtons pas seulement à Dakar ou dans les grandes villes. Nous allons partout, nous visitons toutes les régions du Sénégal et nous allons dans les villages les plus reculés. Alors, sur ces mêmes questions d'éducation justement, puisqu'il est un peu à tort ou à travers établi que l'excellence, s'il existe, elle est circonscrite dans les grandes villes. Au-delà de l'immigration que cela suscite en faisant des cadeaux aux élèves méritants, est-ce que la Fondation ne serait pas peut-être dans une dynamique de rééquilibrer un peu ce que moi j'appelle aujourd'hui l'excellence, s'il existe dans le domaine de l'éducation, qu'on puisse sentir l'excellence de façon très prononcée un peu dans les profondeurs du pays comparativement à Dakar? C'est notre vœu le plus cher. Nous pensons que par le biais de ces kits, nous pouvons effectivement contribuer un tout petit peu à tenir ce déséquilibre entre Dakar et les autres régions, les autres villes du Sénégal. Mais nous ne nous arrêtons pas seulement aux kits. Vous savez, un des éléments fondamentaux dans l'éducation, c'est aussi la documentation des bibliothèques. Bon, il n'est pas possible dans les villages, dans les petites écoles, d'avoir de grandes bibliothèques. Mais ce que nous avons eu comme idée, c'est qu'il était possible, avec pas beaucoup de moyens, mais en tout cas avec des moyens raisonnables, d'installer dans les écoles reculées des petites bibliothèques scolaires. Bon, ce sont des bibliothèques assez rudimentaires, mais l'important c'est que ces bibliothèques soient là, que les livres, que la documentation, même si elle n'est pas tout à fait complète, soit là, et qu'à travers ces bibliothèques, d'abord on redonne le goût de la lecture aux élèves, et qu'ensuite on essaie aussi d'atténuer ce déséquilibre dont vous parliez entre les grandes villes et les petits villages. Alors, toujours dans cette action qui a une connotation très sociale, oui. À travers l'éducation, cela nous renvoie justement à cet axe, un des axes, la solidarité. Oui. Alors, on sait également qu'il y a beaucoup d'œuvres qui vont dans le sens justement des personnes démunies et même encore des daras. Les daras qui sont redevenus une question essentielle aujourd'hui chez nous. Alors, quelles sont les nouvelles orientations qui s'inspirent
du contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, à la suite de ce que vous avez certainement suivi chez nous. Alors, c'est quoi la position de la Fondation dans le domaine des Daara spécifiquement? Je dois rappeler que notre parrain, le juge, a été lui-même pendant longtemps talibé. Il le dit dans un de ses écrits, et il est fier d'ailleurs de le rappeler, et pour souligner qu'en fait tout ne lui a pas été donné dans la vie, qu'il a fallu qu'il se batte, que c'est à force de travail qu'il est arrivé à ce qu'il était. Donc lui-même c'est un enfant issu des Daara, des talibés. Il marchait pieds nus quand il était petit et il allait faire du yelwan comme tous les talibés. Notre fondation a pour devise éthique et solidarité. Donc il y a cet aspect solidarité qui est fondamental chez nous et nous essayons de le mettre en œuvre à travers d'abord les Daara et une autre opération que nous faisons pendant le mois béni de Ramadan, c'est les kits de Ndogo que nous distribuons aux enfants. S'agissant des Daara, nous avons une grande ambition. C'est la création d'un Daara moderne. C'est la création d'un Daara moderne. Bon, mais il nous faut des moyens. Nous sommes en train de nous battre. Nous sommes en train de rechercher des partenariats pour construire ce Daara moderne qui pourrait servir d'exemple et qui pourrait, nous l'espérons en tout cas, essaimer au niveau du Sénégal et régler partiellement ou totalement le problème des enfants de la rue. Mais en attendant de parvenir à ce projet, nous avons un partenariat avec le Daara de Malika que nous soutenons, soit par l'apport de vivres, que nous soutenons également par des dons. Et puis nous intervenons également auprès des enfants de la rue directement en leur fournissant une aide. Et nous sommes également en partenariat avec le SAMI social. Le SAMI social aussi intervient auprès des enfants de la rue et nous avons une convention qui nous permet d'accorder une subvention avec le SAMI social et tout ceci va au bénéfice des talibés, des Daara et des enfants de la rue. Voilà, Président, vous avez évoqué à deux reprises la question des moyens, que vous n'aviez pas les moyens de votre politique. Je vais revenir un peu tout à l'heure pour en reparler. Vous avez invoqué l'insuffisance de moyens et on sait que qui parle de fondation parle d'action. Et les actions ont pour soubassement un financement. Alors, où est-ce que la fondation tire justement ce financement pour être très pratique et efficace? Oui, là, on le dit, l'argent est le nerf de la guerre. Nous sommes une jeune fondation. Nous sommes une jeune fondation et nous fonctionnons avec un budget d'à peu près 110 millions par année. Nous essayons de faire en sorte que la plus grosse part de ce budget soit consacrée aux activités et non pas au fonctionnement. Donc nos dépenses de fonctionnement sont réduites au strict minimum puisque nous avons comme règle que ces dépenses ne doivent pas dépasser 15% de notre budget. Maintenant, l'origine du budget, le gros partenaire que nous avons, c'est le Comité olympique international. C'est une sorte vous savez l'importance que le président Kéba Mbaye a eu au niveau du CIO. Elle a été pendant très longtemps membre du comité exécutif. Il a été vice-président du CIO. Il a été pendant longtemps, c'est lui-même qui est l'initiateur de la commission éthique du CIO et il en a été le président jusqu'à sa mort. Il a été également créateur du tribunal arbitral du sport. Et donc c'est un juste retour des choses si le CIO lui rend un peu la monnaie de sa pièce en appuyant la fondation. Donc nous avons une subvention du CIO et d'ailleurs c'est une partie de cette subvention qui nous permet de financer le prix. Au-delà maintenant du CIO, nous essayons d'être un peu imaginatifs. La soirée de gala que nous organisons tous les 2 ans, un peu avant le prix, nous permet par exemple de récolter des fonds pour non seulement assurer les dépenses d'organisation du prix, mais également pour continuer à financer les autres activités de la Fondation
pendant les 2 années qui suivent, puisque le prix est décerné tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Oui. Et enfin, nous avons les Sénégalais. Vous savez, beaucoup de Sénégalais ont de la sympathie pour le juge. Et ils contribuent de manière spontanée. Ils viennent, ils contribuent, ils apportent leur contribution. Bon, parfois ce sont des contributions modestes, parfois ce sont des contributions relativement importantes. Mais l'important, c'est pas le niveau de la contribution. L'important, c'est d'apporter quelque chose. Si nous avions par exemple 1000 Sénégalais qui apportaient chacun 10 000 francs par année, ce qui correspond à un peu de 1000 francs, moins de 1000 francs par mois, vous voyez tout de suite, ça fait déjà quand même 10 millions et ça nous permet de faire beaucoup de choses. De fonctionner. Voilà, oui. Alors, vous avez parlé donc du prix, hein, Oui. Le prix Kéba Mbaye, qui sera décerné à M. Robert. Est-ce qu'on peut, avant de parler du lauréat pour cette édition, on pourrait peut-être revenir sur les critères qui fondent un peu le choix, porté sur un personnage, qu'il soit sénégalais, africain ou un homme du monde? Oui, absolument. D'abord, ce prix, nous l'avons voulu un prix international, c'est-à-dire qui s'adresse pas seulement aux Sénégalais. Nous avons considéré que le juge était un homme de dimension internationale. Donc, si on crée un prix Kéba Mbaye pour l'éthique, ce prix doit être international, c'est-à-dire il doit pouvoir être décerné à des Sénégalais, à des Africains, à des Européens, enfin à des gens un peu partout dans le monde. Alors, les critères, évidemment, ce que nous disons, c'est que ce prix il doit être décerné à une personnalité, une personne physique ou une personne morale qui a fait quelque chose de significatif dans le domaine de l'éthique, des droits de l'homme et de la bonne gouvernance. Voilà un peu les 3 éléments que nous retenons. Donc ce que nous faisons, c'est pratiquement 1 an, ou même plus d'1 an avant l'attribution du prix, nous lançons un avis sur Internet et n'importe qui donc qui se connecte sur le site de la Fondation peut nous suggérer des personnes en argumentant évidemment en disant pourquoi nous suggérons telle personne, etc. Nous nous adressons également à certaines institutions qui travaillent dans le domaine des droits de l'homme, dans le domaine de l'éthique, etc. Et nous leur demandons aussi, s'ils ont des propositions de candidature, de nous les envoyer toujours en argumentant. Et c'est donc après avoir reçu toutes ces candidatures que l'on fait un premier tri et que l'on soumet maintenant les candidatures au jury. Le jury donc est composé de personnalités de dimension internationale. Il y a notamment certains membres du conseil de fondation qui sont dans le jury. Il y a également des Sénégalais comme le professeur, l'ancien recteur Abdou Salam Sall. Et évidemment, les critères que nous retenons, c'est l'importance de ce qui a été fait dans le domaine de l'éthique ou des droits de l'homme. C'est la dimension internationale de l'homme. Bon, nous sommes un prix qui démarre. Je crois qu'il est tout à fait normal aussi que nous essayons de porter notre choix sur des personnalités dont la renommée peut rejaillir sur la Fondation. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur le choix porté sur le lauréat de cette édition, qui est un Français, qui n'est pas sénégalais, qui est un Français. Alors, qu'est-ce qu'il aura fait de si exceptionnel pour mériter le prix Kéba Mbaye pour cette édition? Alors, le lauréat, le sénateur Robert Badinter, est une personne bien connue en France. Il a été ministre de la Justice du président François Mitterrand de 1981 jusqu'en 1986. Et il a été un peu ce qu'on considère comme un des pères de la suppression de la peine de mort en France, de l'abolition. Oui, parce que c'est sous son magistère qu'il a lutté pour que la peine de mort soit supprimée en France. Il a beaucoup fait également pour
le développement des libertés individuelles lors de son magistère au niveau de la justice, puisque c'est grâce à lui que les tribunaux militaires, les tribunaux spéciaux militaires en temps de guerre ont été supprimés. Il a beaucoup fait pour les prisons, pour que les gens qui sont en prison puissent ne pas rester en prison, mais purger leur peine par des travaux d'intérêt général. Et il prend assez régulièrement des décisions assez courageuses. Tout récemment, par exemple, il disait que le fait d'accorder le droit de vote aux émigrés en France, vous savez, c'est un grand problème. Ça faisait partie des engagements du président François Hollande, mais c'est une décision qui n'est pas très populaire. Mais il a eu le courage quand même de dire que le fait de permettre aux citoyens non communautaires de voter dans les élections municipales serait un peu comme l'abolition de la peine de mort. Ça serait une avancée importante parce qu'il considère que c'est injuste que des personnes vivent dans une commune, payent les impôts, respectent tous leurs droits, respectent tous leurs devoirs et qu'on ne leur accorde pas la possibilité de voter aux élections municipales. Voilà donc un ensemble de faits, et il y en a bien d'autres qui font que nous sommes d'avis que vraiment le sénateur Robert Badinter est méritant et qu'il mérite d'être lauréat de ce prix. Je rappelle que nous sommes dans le cadre d'une émission spéciale que nous tournons justement au siège de la Fondation Kéba Mbaye. Président, encore une fois, on vous remercie. Alors, vous nous parliez du lauréat de cette année. Hein? C'est quelqu'un qui a beaucoup de mérite, qui s'est beaucoup battu. Voilà les raisons qui fondent justement le choix porté sur son personnage. Mais je disais également que nous sommes dans un monde où la malgouvernance va crescendo, oui, tout à fait. Et c'est un phénomène quasiment universel. Je disais tantôt qu'avant, on estimait que ce sont les pays du Sud, les pays dits pauvres, où la démocratie était en souffrance, hein, qui étaient confrontés à ce type de problème. Mais aujourd'hui, le constat, c'est que ce sont les grandes démocraties, les grands développements qui vivent cela, notamment le cas de Cazoua, hein, en France. Alors, quelle devrait être aujourd'hui la position de circonstances, hein, de votre fondation par rapport à cette question qui est également récurrente chez nous même au Sénégal? Oui, ce que vous venez d'évoquer montre que la corruption et les problèmes de malgouvernance ne sont pas, contrairement à une opinion bien répandue, l'apanage des pays en développement. Mais ce qui est, à mon avis, grave, c'est que dans les pays en développement, le détournement, quand ça se fait, c'est soit à travers le budget de l'État, ce qui diminue les capacités d'intervention de l'État et donc les efforts, en tout cas les moyens qui doivent être consacrés à améliorer le bien-être des citoyens, ou alors ça vient des contributions que nous recevons de l'extérieur. Et c'est à mon avis beaucoup plus grave. Lorsque nous recevons par exemple des contributions de l'aide de la France ou de l'Arabie Saoudite, il ne faut pas oublier quand même que c'est l'argent du contribuable saoudien, du contribuable français. Et cet argent qui est destiné à financer des projets de développement, à financer des activités qui vont dans le sens du développement et qui vont donc dans le bien-être des populations, s'il est détourné, les premières victimes, ce sont les populations. Et c'est pour cela que je considère que c'est grave et c'est un crime. Et donc la Fondation Kéba Mbaye essaye en tout cas avec ses moyens modestes de lutter contre ce phénomène. Le juge Kéba Mbaye invitait les Sénégalais, je crois, dans un de ses discours, il les exhortait à poursuivre les corrupteurs et les corrompus.
il invitait l'État à traquer les gens qui détournent de l'argent et à d'ailleurs les punir sévèrement. Donc, du point de vue de la Fondation, nous ne pouvons qu'appuyer les efforts qui sont actuellement déployés pour rapatrier en tout cas des fonds qui seraient illégalement perçus. Et de manière générale, tout ce qui est pour la transparence, les efforts qui sont faits par exemple au niveau des marchés publics pour que l'appel à la concurrence soit la règle et non pas l'exception, nous défendons tout cela. Mais ce que nous essayons surtout, d'abord à travers le prix de rappeler, parce que c'est un combat de tous les jours, de rappeler l'importance de l'exigence éthique, mais nous ne nous arrêtons pas au prix. Nous organisons des caravanes, ce que nous appelons les caravanes de l'éthique. Les caravanes de l'éthique, ce sont des conférences, des rencontres que nous organisons dans certaines écoles, par exemple au niveau de l'école, une école comme Sibdeco avec laquelle nous avons un partenariat. Nous ne nous arrêtons pas également à Dakar, nous allons également dans les régions, nous l'avons fait à Kaolack aussi. Et nous organisons une conférence en nous servant par exemple en utilisant comme support la leçon inaugurale du juge Kéba Mbaye. Et ensuite nous ouvrons une discussion avec les étudiants, les apprenants. Et ce que nous essayons, c'est que, puisque ce sont eux les futurs leaders de demain, c'est essayer d'inscrire l'exigence éthique dans leur imaginaire, de sorte que demain, ils seront les premiers combattants de l'éthique, ils seront les premiers à se battre contre les corrupteurs et les corrompus. Alors, on sait que traditionnellement, donc, les fondations sont apolitiques, très souvent, pour la plupart en tout cas, mais elles s'intéressent à toutes les questions d'ordre social, puisque nous parlons de malversation, de traque de biens mal acquis. Aujourd'hui, quel serait le degré de contact, de concertation, de consultance entre les politiques sénégalais en charge de cette question et la Fondation Kéba Mbaye? Qu'est-ce qui est en train d'être réalisé ou en perspective par rapport justement à cette guerre très radicale et clairement définie par le chef de l'État, par exemple? Bon, vous l'avez dit vous-même, la Fondation est apolitique. Nous n'avons pas véritablement de partenariat ou de liaison directe avec les partis politiques. Mais nous invitons tous les Sénégalais, quelle que soit leur appartenance politique, quelle que soit leur idéologie, nous les invitons autant que possible dans les manifestations que nous organisons pour le développement de l'éthique au Sénégal. Nous pensons que c'est le développement de l'éthique. Et ce n'est pas un combat politique, c'est un combat de tous. C'est l'avenir du Sénégal qui en dépend. Il faut que tous les Sénégalais se disent que l'avenir, c'est d'avoir un comportement éthique. L'avenir, le juge le disait, on n'a pas besoin de grandes définitions pour savoir ce que c'est l'éthique. Il disait que nous avons, nous Sénégalais, des exemples. Il suffit que nous suivions ces exemples. Nous savons qu'est-ce qui est bien, nous savons qu'est-ce qui est mal. Et il citait par exemple des grands érudits comme El Hadj Omar, comme Cheikh Bamba, comme El Hadj Abdul Azizi ou comme le président Lamine Gueye. Il nous dit, voilà, ces gens nous ont montré le chemin. Ce sont nos références. Ce sont des références, il faut suivre ce chemin-là. Si tous les Sénégalais suivent ce chemin, on n'aura pas besoin, je crois, on n'aura pas de problème de malversation, etc. et tout. Alors, pour la compréhension des téléspectateurs aujourd'hui, pour revenir sur le premier Africain à être lauréat pour ce prix, c'est ATT, oui. Ancien président du Mali, aujourd'hui rattrapé un peu par ce que moi j'aurais appelé les soubresauts d'une démocratie un peu grandissante. Alors, vous portez votre choix sur quelqu'un, après il se passe des choses. Qu'est-ce que devient le prix, la valeur du prix pour le cas particulier de ATT? Oui, lorsque nous faisons le choix sur quelqu'un, nous ne pouvons pas préjuger de ce qu'il fera dans le futur. Nous faisons le choix à un instant T
en nous basant sur des faits concrets. Lorsque nous faisions le choix du président Amadou Toumani Touré, quels sont les éléments que nous avons pris en compte? Premier élément, voilà un militaire qui, à la faveur d'un coup d'État, est à la tête d'un pays. Il prend l'engagement de restaurer la démocratie et respecte cet engagement. En très peu de temps, je crois qu'en moins d'1 an en tout cas, il propose une nouvelle constitution, il organise des élections locales, des élections au niveau de l'Assemblée et une élection présidentielle où il n'est pas candidat et qui se déroule dans la transparence. Lui-même se retire de la vie politique. Il revient quelques années après, sans avoir de parti politique, mais pratiquement en tant que citoyen, disons, indépendant, il se présente aux élections. Il est élu président. Et pendant l'exercice de son mandat, à notre connaissance, il a respecté les droits de l'homme. Les films que nous avons projetés lors de la séance à laquelle on lui décernait les prix montrent tous les efforts qu'il avait fait en faveur de la paix au Mali et notamment de ce qui se passait au nord. Et il s'engage également à quitter à la fin de son mandat. Bon, on n'a pas tous les éléments qui ont fait qu'à 1 mois de son mandat, les choses se sont passées de manière que personne n'avait supposé au Mali. Mais voilà, en tout cas, pour nous, les critères sur lesquels nous nous étions fondés, ce sont des critères qui étaient valables au moment où nous prenions notre décision. Et ce sont des critères qui, pour nous, jusqu'à nouvel ordre, sont encore valables. Alors, sur cette même question, par exemple, de choix, ou des gens qui méritent justement ce prix, pour la première édition, c'était un Africain. C'est pas un hasard, ça avait un soubassement vraiment réel, concret, sur la base de ce qu'il a réalisé, Amadou Toumani Touré. Aujourd'hui, c'est un Français qui vient. Est-ce qu'on ne pourrait pas vous opposer l'argumentaire d'essayer de faire un peu l'équilibre des races ou des continents? Pourquoi ne pas peut-être accentuer peut-être les observations faire la proximité un peu sur les Sénégalais qui peut-être serait un peu méritant, ou bien c'est pas en adéquation avec l'esprit de la fondation et des critères? Non, très franchement, lorsque nous faisons le choix, nous ne pensons pas dans un premier temps à la nationalité du lauréat. C'est, comme je vous l'ai dit, le processus est assez long et assez rigoureux. C'est sur la base je ne peux pas dire des candidatures parce que les personnes ne sont pas candidates, ce sont des propositions que nous recevons. C'est sur cette base que le processus de sélection et de choix s'opère. Je crois qu'au début de ce processus, personne d'entre nous ne pensait que ça serait un Français. C'est vers la fin que, disons, le choix du sénateur Robert Badinter s'est imposé. Mais je dois dire que, par ailleurs, notre ambition quand même, c'est de faire de ce prix un prix vraiment important, un prix qui bien reconnu dans le monde. Et je crois aussi, ce n'est pas une mauvaise chose que de l'internationaliser dès le départ. Bon, on dit la Suède, par exemple, récompense la science avec les Nobel de mathématiques, de physique, etc. et tout. Bon, à Oslo, c'est les relations internationales dans le monde qui sont récompensées avec le prix Nobel de la paix. Mais pourquoi pas, par exemple, au Sénégal? En tout cas, nous, on s'est positionné dans le créneau de l'éthique. Pourquoi pas l'Afrique ne se positionnerait-elle pas pour être le foyer où on décernerait un prix international pour l'éthique? C'est peut-être utopique, mais en tout cas, c'est une de nos ambitions.
et c'est dans l'ordre du possible. Alors, on parle de la Fondation Kéba Mbaye, on ne peut pas ne pas parler du sport. Il nous en voudrait certainement. Absolument. Avec sa trajectoire sportive qui est encore dans les annales et qui restera très longtemps dans les annales. C'est dommage encore qu'une des questions essentielles dans le dopage ressurgisse un peu, puisque nous sommes dans le domaine de l'éthique. Alors, c'est quoi la nouveauté au niveau de la démarche de la Fondation? Parce qu'il en était un défenseur farouche. Il luttait contre le dopage Kéba Mbaye. Oui, il était un lutteur farouche contre le dopage et contre de toute façon tout ce qui pouvait nuire à ternir l'image du sport. Pour lui, il avait du sport une image très très élevée et c'est pour cela qu'il a beaucoup contribué. Il a été le père du tribunal arbitral du sport et il a été également le père de la commission d'éthique du comité olympique international. Il a présidé d'ailleurs ce comité éthique jusqu'à sa mort. Évidemment, l'éthique et le dopage sont intimement liés, pour ne pas dire antinomiques. Lorsqu'on combat pour l'éthique, ça veut dire qu'on combat aussi contre le dopage. Et toute sa vie, même s'il n'était pas naïf, le juge a combattu le dopage. Bon, pour l'instant, nous, dans nos modestes moyens, ce que nous faisons en matière de sport, c'est essayer quand même d'aider les associations sportives. Bon, nous sommes intervenus par exemple auprès d'une association qui s'appelle Special Olympics. Ce sont des handicapés qui font du sport. Et nous avons pu, grâce à une modeste participation, permettre à une délégation d'handicapés de participer aux Jeux olympiques des handicapés. D'ailleurs, beaucoup de gens ne le savent pas. Une des représentants du Sénégal, je crois, a remporté la médaille d'argent pendant ces Jeux. Nous travaillons avec également l'association Olympe Africa, qui, vous le savez, est une émanation du comité olympique, du CIO, et qui qui essaie de faire en sorte que dans tous les villages les plus reculés, qu'il y ait des petites unités sportives. Nous travaillons avec eux, ils nous aident également à sélectionner, parce que nous pensons, comme le juge d'ailleurs, que le sport et l'étude doivent aller ensemble. Il ne faut pas être uniquement un bon sportif, il faut également être bien éduqué, avoir fait également de bonnes études. Voilà, donc nous essayons de concilier les deux et de primer les élèves qui travaillent bien, qui ont du talent sportif, mais qui travaillent bien. Nous leur accordons des bourses pour les accompagner et les aider à parfaire leurs études. Alors, toujours dans le cadre de la lutte contre le dopage, qui intègre la notion d'éthique, pour le juge et vous-même qui pérennisez un peu son esprit et sa volonté, pour être beaucoup plus, pour faire un peu plus dans la proximité, toujours en termes de sport, avec la lutte qui a acquis une dimension en fait très intéressante aujourd'hui. On sait que l'instance qui gère justement les destinées de la lutte veut s'engager dans ce combat pour lutter contre justement le dopage qui est devenu manifestant à la portée de tout le monde, qui expose justement tous les acteurs à ce problème. Qu'est-ce que la Fondation pourrait concrètement faire pour s'engager dans ce combat ou essayer de régler, à défaut d'éradiquer, mais d'atténuer un peu l'influence ou la dimension du dopage dans la lutte? Oui, je dois franchement avouer que c'est un problème évidemment dont on parle, mais nous ne mesurons pas l'ampleur, en tout cas, au moins ici au niveau de la Fondation. Mais je crois que ce que nous pouvons faire, c'est nous rapprocher des instances dirigeantes de la lutte et faire en sorte d'organiser avec eux parce que tout est une question quand même de sensibilisation, de discussion et tout. Nous avons en tout cas
les outils pédagogiques, les outils pour organiser des séminaires, des discussions sur les problèmes d'éthique, de dopage, etc. Et il faut quand même arriver à montrer aux lutteurs qu'avec le dopage, c'est leur vie qu'ils mettent en danger. C'est leur vie qu'ils mettent en danger. Et indépendamment de la vie qu'ils mettent en danger, c'est de la tricherie. C'est de la tricherie. Or, la tricherie et l'éthique ne vont pas ensemble. Si on a un comportement éthique, on ne peut pas tricher. Encore une fois, on revient toujours sur ce credo, sur ce thème d'éthique. Si on a un comportement éthique, il y a beaucoup de choses qui nous sont interdites, que nous ne pouvons pas faire. Parfait. Malheureusement, Président, nous ne sommes pas loin de la fin de l'émission. Je le disais dans le sommaire, qu'on va vers ce gala, c'est ce 13. Alors, un lauréat est déjà connu, celui qui sera donc primé, récompensé pour cette deuxième édition. Comment est-ce que cette cérémonie va se passer? Et on sait qu'on a appris que c'est le chef de l'État qui va remettre ce prix. Comment ça va se passer en conclusion pour nos téléspectateurs et les Sénégalais qui nous suivent aujourd'hui? Je crois que tout le monde était unanime à dire que la première édition du prix Kebambay était un succès et que nous avions offert aux Sénégalais un véritable spectacle et un beau spectacle. Nous espérons pour cette deuxième édition également leur offrir autant, sinon mieux. Donc il est prévu évidemment de très beaux discours sur le juge, sur le lauréat, sur la fondation, et je pense également que les problèmes que nous avons évoqués de bonne gouvernance, etc., seront probablement abordés. Il y aura aussi des intermèdes qui, nous l'espérons, plairont aux Sénégalais. Donc je les invite à venir nombreux pour assister à cette édition qui, j'en suis persuadé, sera une très très belle édition. Président Wahab Talla, merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci de nous avoir reçus chez vous. C'était donc l'émission spéciale consacrée à l'édition, la deuxième édition donc, du prix Kebambay dans le cadre de sa fondation. C'était une émission bien sûr spéciale. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Merci et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci à tous. Moi, comme les gens vivent.